tant que juriste, je défends beaucoup des personnes qui se plaignent de propos de type homophobe ou transphobe sur le lieu de travail. Il peut y avoir aussi, pas des atteintes directes, mais plutôt une description d'ambiance générale de type homophobe ou transphobe. Cela ne se traduit pas forcément toujours par des violences physiques. Les violences physiques sont un peu l'extrême qui peut arriver ou qui est dénoncé dans les syndicats. La question des propos, la question des intentions, des procès d'intention, des stéréotypes, ça sont assez vus sur les lieux de travail. Les personnes LGBTQIA+, ne rencontrent pas, à mon sens, des espaces plus safe que d'autres. J'ai pour ma part eu à dénoncer et à suivre deux cas où précisément les personnes se sont plaintes de propos homophobes et un cas d'outing dans des milieux qui pourtant n'étaient pas notoirement homophobes, on pourrait dire. Il ne faut pas forcément dire que l'espace ne devait pas être safe à la base et pourtant c'est des choses qui arrivent. La loi actuelle, elle s'est améliorée depuis quelques années grâce à l'instauration d'un article de loi pénale sur l'interdiction de l'incitation à la haine. Mais pas toutes les discriminations qu'on rencontre sur les lieux de travail sont relevantes d'une discrimination au sens pénal. La loi sur le travail et le code civil ne répriment pas explicitement les questions de discrimination transphobe ou homophobe. Par contre, les dispositions existent. Il y a des dispositions qui interdisent les atteintes à la personnalité ou les atteintes à la santé. Par contre, le fait qu'elles ne soient pas explicites, ça crée quand même un déficit de protection parce qu'il faut démontrer toujours que l'atteinte homophobe ou transphobe est une atteinte à la personnalité au sens large du principe d'atteinte à la personnalité. C'est pour ça qu'en tant que syndicat, on demande aux entreprises ou on préconise que les entreprises doivent avoir des chartes internes qui le précisent et qu'elles fassent assez régulièrement des formations et des informations à tout le personnel en prescrivant tous les comportements qui sont inadmissibles ou interdits sur le lieu de travail et surtout, toutes ces informations et formations doivent s'accompagner d'informations claires sur quelles personnes peuvent être considérées comme personnes de confiance en cas de problème et comment est-ce qu'on peut se plaindre de cas qui sont survenus sur le lieu de travail en tant que victime ou témoin d'ailleurs. Les statistiques démontrent pas de diminution des cas de transphobie ou d'homophobie sur les lieux de travail. Il y a par contre plus de dénonciation des cas d'homophobie et de transphobie. À titre personnel, en tant que juriste, j'en défends de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui osent parler de leur vie intime, privée, orientation sexuelle ou identité de genre sur le lieu de travail. Selon moi, ce qui se passe, c'est que le seuil de tolérabilité est bien plus bas et tous les cas semblent assez vite intolérables et du coup sont dénoncés. Et les personnes ont visiblement plus envie de non seulement dénoncer, mais osent la conflictualité avec l'employeur pour dire que tout ceci est intolérable, ça ne va pas et qu'on demande que des changements soient faits. La question de la transphobie par rapport à l'homophobie est à l'heure actuelle pas vraiment venue, en tout cas pas dans les permanences juridiques des syndicats. La question est plus souvent de l'éloignement du lieu de travail que la conflictualité avec l'employeur. Ça veut dire que ce n'est pas forcément des cas que moi j'ai défendus, par exemple au Prud'homme. Les personnes qui sont en transition finissent plus facilement en arrêt de travail, en incapacité de travail, dû à des atteintes à la santé. Le lieu de travail n'était plus safe et que la santé était atteinte à un tel point qu'il fallait un arrêt de travail. Ceci démontre qu'il y a encore beaucoup de luttes à mener pour éradiquer complètement la question de l'homophobie et de la transphobie sur les lieux de travail.